Bonjour à tous, c'est Thibaut du site Corrige ton impôt. Eh bien écoutez, ça y est, le projet de loi de finances pour l'année 2025 est enfin validé, donc je peux vous parler de tout ce qui est passé et aussi de tout ce qui n'est pas passé. Donc on va faire le point sur tout ce qu'on a vu, le LMNP, les amortissements, la TVA, pour les micro-entreprises, on a des changements pour les crypto-monnaies, on verra l'histoire des retraités, bref, tout ce qu'on a évoqué sur la chaîne, plus les nouveautés qui apparaissent dans ce projet de loi de finances. Je peux maintenant les faire. J'ai pas vraiment d'ordre, je vais essayer de parler de toutes les mesures importantes. Et bien sûr, s'il en reste, on peut en discuter en commentaire. Alors c'est parti. Donc le texte, il est là. Je vous le mets en commentaire. Vous pouvez aller fouiller dessus. On va le prendre. Vous allez voir que c'est pas facile à lire non plus. Et on va s'appuyer sur mes articles aussi à côté. On commence par une bonne nouvelle, parce qu'on va avoir beaucoup de mauvaises nouvelles, mais on a quand même du bon. On n'a pas que du mauvais. Alors la bonne nouvelle, on l'avait vu, c'est le fait que le barème de l'impôt, finalement, il est bien réévalué. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était très important, c'est-à-dire que les tranches pour calculer l'impôt, normalement, chaque année, elles augmentent pour suivre l'inflation. Et si les tranches augmentent, le calcul est meilleur pour tout le monde. C'est-à-dire, à revenu égal, je paierai moins d'impôts que l'an dernier. Donc heureusement, ce barème finalement augmente, ce qui évite plusieurs centaines d'euros de trop pour la quasi-totalité des Français, du moins tous ceux qui étaient imposables, donc plus de la moitié. On notera juste qu'ils ont réévalué le barème de 1,8%. Ils n'ont pas pu s'empêcher de nous mettre un petit coup de... Ouais, je vais rester poli. Normalement, la revalorisation était à 2%. Donc, je vous avais montré mon simulateur, j'avais augmenté les tranches de 2%. Finalement, c'est 1,8%. Donc bon, on se prend 0,2%, c'est pas trop doux. Mais bon, il est réévalué, on va rester content à ce niveau. Donc si vous voulez réavoir le calcul, j'ai tout de suite mis à jour le simulateur là qui est sur mon site. Vous pouvez faire autant de simulations que vous voulez. Il y a les nouvelles tranches fiscales avec la révélation de 1,8. Vous avez les tranches en bas de l'article, les calculs rapides, etc. etc. Donc c'est l'article 2, si vous êtes intéressé, qui vous montre là ces nouvelles tranches, les nouveaux taux du plafond, etc. etc. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'en est une qui est bien. Après, j'ai pas beaucoup de bonnes nouvelles, si ce n'est des choses qui ne sont pas passées et qui nous faisaient peur. On va retenir ça. Ensuite, je ne fais pas vraiment dans l'ordre, on parlera des cryptos après, je vais faire tout ce qui touche à l'immobilier. Donc l'immobilier, vous l'avez vu dans la vidéo de dimanche, pour la location meublée, on a une mauvaise nouvelle, qui est à l'article 24, voilà. C'est maintenant l'amortissement des locations meublées au régime réel qui est réintégré quand on vend le bien dans le calcul de la plus-value. Donc ça passe, c'est dans l'article 24. De toute manière, ça fait 2 ans qu'ils essaient de le mettre en place. Donc là, ça y est, on y est. Je ne m'étends pas là-dessus. Je vous invite à regarder la vidéo de dimanche où j'expliquais quel impact ça a quand vous vendez votre bien. Comment est-ce qu'on va pouvoir l'éviter? Parce qu'il y a sûrement des mesures pour l'éviter. Et j'attends la publication du texte réel après pour voir comment ça marche réellement et on saura mieux comment l'éviter à ce moment-là. Donc c'est une mauvaise nouvelle, mais comme je dis dans l'autre vidéo, le régime réel reste intéressant. Et pour le meublé, il y a une autre petite chose qu'on verra après, mais c'est à peu près tout. Et donc le fait qu'on ait que cet aspect pour la location meublée, c'est presque une bonne nouvelle, puisque le calcul de l'impôt sur les loyers pour l'instant n'est pas touché, le régime réel n'est pas remis en cause, on n'a pas de changement des plafonds pour si on est en micro ou pas. Bref, toutes les autres mesures qu'on avait vues sur la chaîne, notamment fin décembre, pour l'instant c'est bon, ce n'est pas passé. Donc sur le meublé, on n'a que ça, et j'ai envie de dire que c'est presque une bonne nouvelle. On a une autre très mauvaise nouvelle qui est la hausse des frais de notaire pour les achats immobiliers. Donc quand vous achetez un bien immobilier, il y a des frais de notaire qui sont très élevés, 7% et quelques sur de l'ancien, 2 à 3% sur du neuf. Et donc ça représente un énorme budget quand vous achetez un bien immobilier. Souvent il y a 10, 20 000 euros de frais de notaire. Et ces frais de notaire vont encore augmenter. Donc il faut savoir que le notaire vous prend ces frais énormes, mais en fait il en reverse la majeure partie à l'État. C'est juste qu'il les prélève pour l'État. Et donc là, il y a 0,5% de plus qui seront pris par les notaires, mais pour l'État. Donc 0,5, c'est pas dur. Ça représente 1000 euros de plus toutes les tranches de 200 000 euros. Donc si votre bien, vous l'achetez 200 000, il y aura 1000 euros de plus de frais de notaire. À noter que le texte indique qu'on pourrait éviter cette majoration
si c'est pour les primo-accédants, donc ceux qui achètent une résidence principale pour la première fois. Mais ça dépendra des collectivités qui pourront accepter ou non cet aspect. Donc ça va être selon la zone et selon le vote des collectivités. Donc moi, voilà, je préfère considérer qu'on est parti sur 0,5% en plus pour tout le monde. Ensuite, pour le meublé, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une dernière chose. Ouais, on a une bonne nouvelle, on va pas se mentir. C'est pas pour le meublé, pour l'immobilier, pardon. Pour l'immobilier, on a quand même une dernière bonne nouvelle qui est c'est pas une hausse des droits de donation, comme j'ai mis, j'aurais pu être plus précis, c'est plutôt un nouvel abattement pour l'aide à l'achat de la résidence principale. Donc si vous avez des enfants ou petits-enfants et qui veulent acheter ou faire des travaux dans leur résidence principale, vous pouvez leur donner 100 000 euros sans que ce soit imposé. Donc là, c'est un avantage au niveau des droits de donation, et ça peut être aussi au niveau des droits de succession. On peut déjà donner 100 000 à chaque enfant sans impôt, il y a un abattement par enfant, on peut aussi donner 31 000. Mais là, on a un abattement supplémentaire qui lui est conditionné. C'est que si on donne aux enfants, petits-enfants, et c'est que s'il achète ou s'il fait des travaux dans sa résidence principale. Donc il y a une condition, c'est qu'il y reste 5 ans après. Ça marche auprès des neveux uniquement si vous n'avez pas de descendants. Et bon, voilà, hein, ça devrait rester pendant 2 ans. En tout cas, la mesure est prévue pour rester 2 ans. Donc c'est assez spécifique puisqu'on a déjà des gros abattements, mais je dirais plutôt que si l'occasion se présente, si vous aidez vos enfants, petits-enfants à acheter une résidence principale, c'est quand même bien de prendre d'abord cette option avant de manger les autres dons. Voilà, dans certains cas, ça permettra d'optimiser. Et par contre, si vous êtes dans une optique d'aider ou de transmettre à vos neveux, là, la fiscalité, elle est énorme. Il n'y a pas les gros abattements comme ça. Et avoir cet abattement de 100 000 possible, ça, c'est une énorme opportunité. Donc là, sur des dossiers où les gens veulent aider des neveux, limite, ça vaudrait presque le coup qu'il achète une résidence principale pour utiliser cet abattement de 100 000. C'est vraiment une opportunité forte que les droits de transmission auprès des neveux sont énormes. Donc voilà pour l'immobilier. Côté immobilier, on peut quand même avoir quelques bonnes nouvelles. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on n'a aucune réforme sur la fiscalité des loyers en meublé, ni sur les plafonds. Donc tout ce qu'on avait vu dans les articles à ce sujet-là, pour l'instant, ça passe. Donc les lois anti-Airbnb, à part leur réintégration de l'amortissement, ça va. On avait une bonne nouvelle où on pensait que le microfoncier en vide allait passer à 50. Malheureusement, c'est plus le cas non plus. Je ne sais plus où on avait vu ça. Donc ça, on est triste que ça passe, mais on va quand même pas bouder notre plaisir. C'est bien que la fiscalité sur le meublé, cette année, ça changera sûrement fin d'année, mais cette année, on est encore tranquille 1 an. Donc le régime réel reste souvent très intéressant et ceux qui sont en micro-BIC peuvent y rester. Il n'y a pas de baisse des plafonds ou autre. Ensuite, on a un changement au niveau des crypto-monnaies. Hop, c'est où? C'est là. Vous pouvez aller voir l'article 14 si vous voulez, il est très long. Voilà, je vous laisserai le lire. En gros, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on avait très peur d'une hausse de l'impôt sur les crypto-monnaies, d'une hausse de l'impôt sur les plus-values. Hein. Je l'achète 10 000, je la revends 25 000, les 15 000 que j'ai gagnés, je subis la plus-value. Aujourd'hui, on a déjà une opportunité qui est de dire c'est soit la flat tax à 30%, soit maintenant on peut aussi l'intégrer dans la déclaration de revenus et souvent c'est meilleur. Donc on avait fait une conférence sur le sujet là pour les abonnés du site dans la rubrique formation où je vous rappelle qu'on avait vu que c'est quand même parfois utile si on a une plus-value et notamment cette année ça a bien monté donc c'est possible de vendre, de calculer quel montant de plus-value on peut intégrer dans notre déclaration d'impôt au barème en restant en dessous de la tranche à 30%, et du coup de faire ça chaque année pour purger une partie de la plus-value dans ses déclarations d'impôt quand c'est pas trop imposé. Surtout qu'on risque d'avoir à terme une fiscalité de plus en plus forte. La première, c'est qu'il y avait la flat tax, c'était cette vidéo-là, qui devait passer à 33%. On était quasiment sûr que ça passe, c'était remis dans le budget. Finalement, non. Donc la flat tax ne bouge pas. C'est une très bonne nouvelle pour tous les revenus de capitaux mobiliers, d'assurance vie, tous vos revenus bancaires, mais aussi pour les crypto-monnaies, puisqu'on reste à 30 et on ne passe pas à 33. Donc il faut en profiter, puisque à mon avis, cette flat tax va monter dans les années à venir. Là. C'est aussi l'objet de faire ces vidéos où des fois, ça change, mais on a une régularité fiscale en général. Quand une mesure est proposée une année et ne passe pas, et les années 2, 3, elle est remise sur le tapis, elle finit par passer. Ils prennent un peu la température et en tout cas, là, c'est pas passé. Par contre, on apprend que pour les crypto-monnaies, on a une grosse réforme. Là, vous pouvez regarder l'article 14, il est très long.
où en fait toutes les plateformes qui gèrent les crypto-monnaies ont maintenant des obligations de déclarer au fisc à peu près tout. Ils doivent tout transmettre, c'est-à-dire ils doivent donner les éléments de chaque utilisateur de crypto qui fait des transactions, son numéro d'identification fiscale, son adresse, son état, ses territoires. Donc l'État est en train de mettre en place un suivi et un contrôle de tous les gens qui achètent et qui vendent des crypto-monnaies. Donc ils vont avoir l'ensemble de vos transactions, ils vont avoir votre nom, adresse, prénom, etc. Pour l'instant, c'est juste ça. Donc vous pouvez regarder le texte là, c'est tout ce pavé pour ça. Par contre, ça concerne toutes les plateformes, elles ne pourront pas y couper, elles vont devoir se prêter au jeu. Et en général, fiscalement, quand ça commence comme ça, c'est-à-dire que d'abord, ils s'assurent d'avoir les infos, et ensuite, on augmente la fiscalité, on contrôle, etc. Donc, je peux dire je peux jouer à Madame Irma, et là, je suis assez sûr de moi, pour vous dire que la fiscalité sur les crypto-monnaies, dans les années à venir, et à mon avis à très court terme, va changer et va augmenter. Je n'en serais vraiment pas surpris. Puisque là, en plus, ils auront les moyens de vérifier, de contrôler, de redresser. Donc ça vaudra le coup de leur côté. Donc cette mesure a l'air de rien, mais pour moi, elle est très très intéressante, elle est très parlante. Donc voilà pour les cryptos. Ensuite, je vous mets l'article sur les cryptos. Bon, il est là, hein, je veux dire. Vous allez sur Corrige ton impôt, vous tapez crypto-monnaie ici. Celui-là, c'est un article en lecture libre et je vous invite à bien le lire pour la... Si vous êtes abonné à pareil d'informations, vous regardez celui sur les cryptos, on en refera un courant avril, juste avant la déclaration, comme d'hab. Ensuite, petit changement sur les taxes sur les transactions financières. Donc, c'est les achats d'actions, mais les actions cotées en bourse, donc souvent du CAC 40 avec une capitalisation énorme. Il y a une taxe de 0,3%, elle passe à 0,4%. Ça paraît rien comme ça, mais les gens qui font beaucoup d'achats-reventes d'actions sur des comptes titres des PEA, ça peut être pénalisant. Donc on passe à 0,4 pour cette taxe-là. Pour les contribuables très aisés, on a une énorme nouvelle. Je passe rapidement, ça ne concerne pas grand monde, mais alors ceux qui sont concernés, ça fait mal. C'est la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui change. Donc ça, c'est les gens qui sont seuls et ont plus de 250 000 euros de revenus et 500 000 pour un couple. Jusqu'ici, ils ont un impôt supplémentaire de 3%, qui est la CEHR. Et donc maintenant, ces gens-là, au niveau des tranches d'impôt, si on regarde, ils étaient là-dedans. Ils sont souvent dans une tranche qui est à 45%. Plus les 3%, ça fait 48%, ça fait beaucoup. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on cherche d'autres revenus qui ne sont pas imposés au barème, qui sont imposés à des taux fixes, comme les crypto-monnaies ou comme les dividendes, où c'est flat tax, donc 30%, mais c'est 12,8% d'impôt. Et donc maintenant, l'État conteste ça et dit que ces gens-là, s'ils ont pris des taux forfaitaires, notamment la flat tax à 12,8%, et quoi qu'il se passe, il faut que leurs revenus soient imposés à hauteur de 20% au titre du barème de l'impôt. Et donc vous pourrez lire mon article, mais du coup, il va falloir faire des calculs savants en amont, puisque si je reprends l'exemple de quelqu'un qui évite les 45 en se mettant que en dividende pour être à 12,8, et là, ça marche plus, qu'en dividende, on a 12,8, plus 17,2, plus la taxe Puma qui est des fois à 6,5. Et là, tout d'un coup, on n'y coupera pas. Ce nouveau seuil de 20% d'impôt par rapport à tous les revenus, fait qu'on va repayer 20% de plus. Donc, il faudra être plutôt malin et faire en sorte que l'impôt sur le barème représente 20% et la partie qui dépasse le passer au taux forfaitaire pour éviter cette nouvelle mesure qui est dans le texte. Ensuite, je crois qu'on va passer sur le pire du pire. On a passé le meublé, tout ça. Et après, on ira. Ouais. Donc, le pire. Donc, il y a deux choses pires. La première, je peux vous le montrer. Très important. Donc, le premier pire qui concerne. Ah, il va pas me le donner. Bon, c'est l'article 10. S'il veut pas y aller, tant pis pour lui. L'article 10, il est là. Le pire du pire du pire, c'est ça. Hop. Vous en avez sûrement entendu parler. Ça concerne les micro-entreprises, mais ça concerne aussi les gens qui louent en meublé. On aurait, c'est en tout cas dans le texte, un nouveau seuil de chiffre d'affaires pour toutes les micro-entreprises de 25 000 qui nous dit que si votre micro-entreprise fait plus que 25 000, vous devenez éligible à la TVA. Donc ça, c'était la pire chose qui existe, qui existe toujours, c'est la pire chose qui existe dans ce projet de loi. Les plafonds aujourd'hui, vous les avez là, je les avais mis à jour pour l'année. Et donc aujourd'hui, ils sont à 37 500.
pour ceux qui font de la prestat de service et 85 000 pour ceux qui font autre chose. Et sur du LMNP, on est aussi à 85 000, on va voir que c'est important. Je vous le fais rapidement, je ferai une vidéo express si ça passe, puisqu'on va voir que pour l'instant on ne sait pas. Donc c'est dans le texte, ça a été voté, ça veut dire qu'à partir de maintenant, si on dépasse 25 000, il faut prendre la TVA. Prendre la TVA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites des prestations à un particulier, je vends des photos à un particulier, je donne des cours, bref, si vous êtes micro-entrepreneur et que vos clients c'est des particuliers, eh ben, il faudra leur prendre soit 20% de plus, et ils ne vont pas accepter, soit il faudra baisser toutes vos factures de 20% pour qu'ils prennent la même chose. Je prends un exemple, si je vous vends une prestation 100 €, si je ne suis pas éligible à la TVA, vous me payez 100 €, je gagne 100. Par contre, si je vous vends une prestation 100 € et que je suis éligible à la TVA, eh ben vous me payez 100 €, mais moi je reçois 100, mais il faut que je reverse 20% de TVA à l'impôt. Ça fait, il me reste 80 et quelques, quoi. Donc ça, toutes les micro-entreprises, du coup, ça a réagi énormément parce que c'est énorme. Ça ferait couler tout de suite des tonnes de micro-entreprises qui ont pour clients des particuliers. Si j'ai pour client une entreprise, c'est moins gênant puisque l'entreprise, au lieu de lui vendre 100, je peux lui vendre 120. Et l'entreprise, elle paye 120, mais elle récupère les 20 de TVA. Donc pour elle, elle a toujours payé 100. Moi, je reçois 120, je reverse mes 20 de TVA, j'ai bien mes 100 à la fin. Donc les gens qui facturent des entreprises, ça leur change rien. Les gens qui facturent des particuliers, c'est une perte énorme. Donc cette mesure était affreuse, hein. Je suis prêt à faire un article, une vidéo. Ça fait couler toutes les micro-entreprises qui flirtent avec le seuil. Moi-même, je suis concerné, hein. Alors moi, ça allait puisque le seuil est à 37 500. Et quand on passe, on va dire 40 000 € de chiffre d'affaires annuel, perdre 20% du jour au lendemain, on peut se le permettre, entre guillemets. Ça fait mal, mais on coule pas. Si dès 25 000, vous perdez 20%, c'est énorme, hein, parce que derrière, il y a encore l'URSSAF à 26%, puis l'impôt, on s'en sort pas, hein, ça donne rien du tout. Donc cette mesure affreuse, horrible, en plus, on peut argumenter là-dessus rapidement, ça devrait rapporter, je crois, 400 millions à l'État, mais en fait, c'est aussi faux, puisque si vous baissez le chiffre d'affaires, si vous rendez éligible tout le monde à la TVA, soit la micro-entreprise elle facture des entreprises, et donc ça ne change rien pour l'État, parce que la micro-entreprise va facturer plus, mais l'entreprise qui est facturée va récupérer sa TVA, donc pour eux, c'est neutre. Soit, du coup, la micro-entreprise facture à des particuliers et juste, soit elle va couler, soit elle va baisser son chiffre. Et donc, au final, leur recette calculée de 400 millions est totalement faux, quoi. Ça ne marchera pas, c'est contre-productif et ça va faire couler tout le monde. Donc, le Premier ministre a vu ça, gros tollé là-dessus. Et il a dit que, du coup, il n'avait pas vu que c'était dans le texte, que ça allait être impactant à ce point. Et ils ont affirmé que ça, ce serait non effectif, qu'ils allaient faire quelque chose pour que ça ne soit pas mis en place. Et on n'en sait pas plus pour le moment. Donc moi, c'est dans le texte a été voté, aujourd'hui c'est là. On a une annonce qui nous dit que ça va partir, et j'espère, mais pour l'instant c'est là, et on ne sait pas pour le moment. Donc on peut considérer pour l'instant que personne n'est concerné parce qu'ils ont fait l'annonce disant que ça allait être annulé. Maintenant, c'est dans le texte, hein. S'il ne se passe rien, c'est là, il faut le faire. Si en fin d'année, ils ne le remettent pas ailleurs non plus, c'est là, il faut continuer. Et ça le fait aussi pour les loueurs en meublé. J'avais fait une vidéo, une vidéo qui ne sert à rien à l'époque, où j'expliquais qu'on avait un nouveau texte qui avait été modifié, qui fait que tous les gens qui font du meublé de tourisme ou du Airbnb, ils devenaient éligibles à la TVA. En fait, ils ont modifié un texte rendant les conditions pour ne plus être à la TVA quasiment impossibles à réaliser. Tout le monde m'avait dit à l'époque, cette vidéo ne sert à rien. Ok, on ne peut plus ne pas être éligible à la TVA, mais le seuil pour être éligible à la TVA, c'est 80 000 € de loyer, personne n'est là-dedans. Et voilà, un classique, hein, une approche en deux temps. D'abord, on rend tout le monde éligible à la TVA en modifiant le texte, puis on baisse le plafond pour que tout le monde rentre dedans. Et donc si ça passe, tous les loueurs meublés qui font plus que 25 000 de chiffre d'affaires deviennent éligibles à la TVA. Ils peuvent plus l'éviter parce que le texte a été modifié, il faut remplir 3 conditions, là c'est quasi impossible. Donc je vous invite à re-regarder cette vidéo et du coup à prendre maintenant l'ampleur de la chose avec cette nouvelle apparition. Un classique en deux temps. Donc bon, pour le moment, ça doit sauter et on espère que ça va sauter parce que sinon, ce serait dramatique pour plein de monde et j'en ferai du coup une vidéo explicative avec le détail. Enfin, toc toc toc, en vrac, qu'est-ce qu'on peut dire?
Hausse du prix des billets d'avion. Ils ont augmenté la taxe sur les billets d'avion pour tous les vols au départ de France. Donc bah, si les impôts augmentent, mécaniquement le prix des billets d'avion augmente d'autant. J'ai plus le montant, mais je crois que c'est plus de 7%. Donc bref, hausse des billets d'avion. Pareil pour les installations de chaudières. On a une bonne nouvelle, c'est qu'il existe une exonération pour les pourboires. D'ailleurs, qui est assez méconnue, c'est dommage. Hein. Si vous connaissez des gens, faites-leur lire cet article. Hein. Les pourboires sont déclarés, mais on peut être exonéré. Il faut juste les enlever de la case et faire le calcul. Et donc ça devait s'arrêter. Finalement, ça continue. Donc ça, très bonne nouvelle. Et puis, ouais, j'ai mis quoi? Hausse de la TVA sur les chaudières. Et c'est à peu près tout. Et ce qui n'est pas passé, dans le genre bonne nouvelle, la flat tax qui n'augmente pas, ça c'est super. La plus-value sur la résidence principale reste au bout d'un an. Donc ça, on s'y attendait pas. C'est une très bonne chose. C'était cette vidéo-là. Donc le nouvel impôt sur la résidence principale pour les ventes avant 5 ans ne passe pas. On verra si en fin d'année ça revient. Très très bonne nouvelle. Et autre très bonne nouvelle, et je vous remercie du coup, je pense à croire que peut-être ça joue, mais cette vidéo qui expliquait la fin de l'abattement sur les retraites, qui est aussi une très mauvaise nouvelle, là, comme les micro-entreprises, et bah, ça a aussi fait un gros tollé. Vous voyez, la vidéo a beaucoup marché. Là, vous étiez quasiment 500 000 et il y a eu beaucoup d'abonnements de partage. Et ça a été retiré aussi. Donc, très étrangement, hein, dès que les mesures font beaucoup jaser, la micro-entreprise, les retraites, etc., résidence principale, ça ne passe pas. Et bah, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc, on souffle au niveau des retraites, de la résidence principale, de la flat tax, et on surveille de près cette histoire de TVA sur les micro-entreprises. Voilà, alors il y a plein d'autres petites choses, mais je pense que j'ai pu être assez succinct. Ouais, je vais pas faire plus 20 minutes, c'est déjà pas mal. J'espère que c'était assez clair. Si vous avez d'autres remarques sur des choses importantes que vous avez vues dans le budget ou si vous voulez des précisions, vous me les mettez en commentaire. Il y a des fois, il y a plus de 1500 commentaires, donc je ne peux pas répondre à tout le monde. J'essaie de lire tout déjà. Et j'essaie de répondre de temps en temps aux abonnés. Et puis je mets ça en short où vous avez directement la réponse. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude. Et je vous dis à dimanche ou mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!